K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, mardi 27 février, soyez les bienvenus dans les 15 infos, voici les titres. Le 60e Salon international de l'agriculture, c'est en ce moment à Paris. La Meuse, la Haute-Marne et la Marne sont au rendez-vous. Notre journaliste Clémentine Coppola est sur place. Le numérique est aujourd'hui devenu notre quotidien, il est partout. Une démarche nommée Numérique en commun a été créée pour construire un numérique d'intérêt général. Dans quelques jours, elle franchira la barre des 150 000 abonnés. La tiktokeuse Élodie Serbon nous a invités dans les coulisses de tournage à Chancenay. À l'aube de la parution de son troisième ouvrage, la Meusienne Blandine Berthaud est notre invitée ce soir. Nous aurons ce soir avec une nouvelle qui met à l'honneur le département de la Haute-Marne au Salon international de l'agriculture. Une fierté locale, la distillerie Georges d'Écorce s'est distinguée lors du précieux concours général agricole en remportant une médaille d'argent pour son whisky d'exception fabriqué dans le département. Un succès remarquable qui souligne le savoir-faire et la qualité des produits de notre terroir. On prend la direction de la porte de Versailles à Paris. Nous attend Clémentine Coppola au cœur du Salon de l'agriculture. Bonsoir Clémentine, comment se déroule ce 60e salon ? Bonsoir Antoine, en effet, je me trouve actuellement dans le hall numéro 1. C'est ici que la plupart de nos territoires et nos départements ont été représentés. Alors ici, il y a des producteurs locaux, il y a les élus aussi qui étaient présents. Et puis justement, les élus ont fait un petit tour parmi les agriculteurs, le bétail ou encore les produits locaux. Alors juste derrière moi, vous le voyez, le stand Grand Est qui est ici et de l'autre côté, le stand Meuse. Alors pourquoi je suis ici? Parce que c'est les deux régions et départements qui ont été mis à l'honneur aujourd'hui. Alors le programme était extrêmement chargé. Du côté de la région Grand Est, il y a eu des discussions, des conférences, il y a eu aussi des visites du salon en comité avec la plupart des représentants de la région Grand Est. Et puis de l'autre côté, la Meuse, pareil, les producteurs locaux étaient là pour exposer leurs produits. Le président du département a aussi fait un tour parmi le bétail et l'idée c'était de mettre en avant ce département qui n'était pas là l'année dernière sur le salon de l'agriculture. Et alors les départements de la région sont présents à Paris comme celui de la Meuse. Vous avez d'ailleurs rencontré son président tout à l'heure, Jérôme Dumont, dans le cadre de la journée de mise à l'honneur du département. On l'écoute. Effectivement, c'est la journée Meuse. On souhaite mettre en valeur l'ensemble des producteurs meusiens, l'agriculture qui est une force, qui façonne nos paysages. Et on doit être fier de toutes les productions meusiennes. On a ici l'exemple du brie de Meaux, 80% du brie de Meaux qui est fait chez nous. Nous avons des micro-brasseries. Nous avons également des producteurs de vin, des Côtes de Meuse. Et puis l'ensemble de nos agriculteurs. Les madeleines de Commercy qui sont face à nous, les producteurs, que ce soit des prix qu'ils reçoivent pour la race bovine, la Prix Holstein, on a vu 2 jeunes tout à l'heure extrêmement dynamiques, mais également dans les concours ovins, les concours de lapins, nous sommes présents sur quasiment tout le champ de l'agriculture. Parce que l'agriculture en Meuse, c'est une force. Alors justement, retour en force aussi pour le département de la Meuse qui revient sur le salon. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici Alors c'est une vraie fierté, un vrai plaisir de voir dans les rangs ici de la région Grand Est, mais de notre stand Meuse, beaucoup de monde qui viennent pour découvrir notre territoire, nos saveurs, nos productions. C'était un engagement que j'avais pris l'an passé parce que effectivement nous ne venions qu'une année sur 2 et la Meuse et le salon de l'agriculture ne peuvent pas se passer sans notre beau département et sans l'agriculture meusienne. Justement, il y a eu du monde sur le stand. Quel est un petit peu le message que vous voulez faire passer avec toutes les tensions qu'il y a eu autour de l'agriculture? La Meuse, quelle est sa position aujourd'hui? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est la première région agricole de France, avec la région Grand Est. Et le département de la Meuse, en termes économiques, c'est 15% notre agriculture, si on y ajoute l'industrie agroalimentaire. Donc c'est une force. Nous avons des investissements qui sont importants dans l'agroalimentaire, que ce soit des investissements locaux, des investissements européens. Je pense notamment à un groupe allemand qui vient d'investir quasiment 100 millions d'euros au sud de Verdun. Et puis demain, peut-être une production de plats asiatiques sur Verdun aussi.
Donc on est une terre d'accueil pour les entreprises, une terre agricole, et on veut vraiment mettre en avant le côté durable de notre agriculture, le côté innovant et le côté dynamique, parce que nous sommes un département dynamique. Et donc la Porte de Versailles réserve encore quelques animations d'ici la fin du salon. Alors le salon n'est pas encore terminé, il reste encore quelques jours jusqu'au 6 mars pour pouvoir découvrir les produits locaux et nos territoires qui sont présents sur le salon. En tout cas, les choses sont plutôt bien parties pour les départements. La Meuse a été mise à l'honneur, le Grand Est a été mise à l'honneur. Et puis la Haute-Marne a été éventuellement élue meilleur stand du salon, puisqu'on l'a vu hier, effectivement, c'est un stand qui a particulièrement plu au public, qui a été nombreux, vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de personnes qui passent. Et donc c'est une réelle vitrine pour les territoires locaux. Merci Clémentine en duplex depuis Paris. Depuis sa création il y a 7 ans, la démarche numérique en commun défend un numérique d'intérêt général en organisant des tables rondes, des débats et des ateliers d'échange avec des acteurs nationaux ou locaux du numérique. Ce mardi, une quinzaine d'intervenants étaient réunis à Chaumont pour la première NEC du département, une démarche lancée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Loïs Large. Au cœur du collège Louise Michel de Chaumont, le premier rendez-vous du cycle numérique en commun de Haute-Marne a réuni ce lundi de nombreux acteurs numériques du territoire. Co-organisée par la Ligue de l'enseignement 52 et l'association Famille rurale de Haute-Marne, cette journée vise à échanger autour de l'inclusion numérique. Les dernières études, notamment de l'INSEE, montrent qu'on a encore entre 17 et 20% de la population française qui est en situation d'électronisme. L'électronisme, c'est tout simplement le fait d'être en difficulté face aux outils numériques. C'est essentiel que les acteurs du territoire, que ce soit les élus locaux, que ce soit les acteurs de terrain comme les associations, se mobilisent pour trouver ensemble des solutions pour permettre à ces populations tout simplement d'accéder à leurs droits. Parmi la quinzaine d'ateliers proposés, on retrouve de nombreuses thématiques actuelles comme la fin du réseau cuivre, la parentalité numérique ou encore l'accompagnement des entreprises dans leur transition numérique. UBEST, le pôle numérique de la région Grand Est, était aussi présent pour échanger sur son rôle et ses objectifs. Fédérer les acteurs de l'inclusion numérique sur le territoire et les accompagner dans leurs projets. La e-santé a également fait l'objet d'un atelier spécial autour de la télémédecine et du parcours de soins numériques animé par l'Agence régionale de santé, le département de la Haute-Marne, la plateforme Imeuse Santé et le groupement Pulsi. Aujourd'hui, l'intérêt, il était surtout aussi de se faire rencontrer différents partenaires qui œuvrent en faveur de l'inclusion numérique et de pouvoir travailler avec eux de manière collaborative, participative. Un deuxième rendez-vous numérique en commun au Marnais est d'ores et déjà envisagé pour l'année 2025. D'ici là, la Ligue de l'enseignement 52 et Famille rurale Haute-Marne entendent créer un réseau durable pour travailler davantage sur ces questions. À terme, les deux organismes espèrent la mise en place d'une gouvernance territoriale du numérique. Elle veut franchir la barre symbolique des 150 000 abonnés. À Chancenay, Élodie Serbon s'est lancée sur TikTok, la plateforme numéro 1 des jeunes aujourd'hui. Depuis maintenant plus de 2 ans, la jeune femme ne cesse de monter en popularité au travers de vidéos simples et naturelles. Rencontre avec Nicolas Fontaine et Loïs Large. C'est un jour spécial pour moi parce que je suis très contente. J'ai Puissance Télévision qui vient à la maison pour faire un reportage justement sur mes TikTok. Devant près de 145 000 abonnés, Élodie Serbon publie chaque jour entre 2 et 4 vidéos sur son compte TikTok. La jeune femme y partage sans filtre son quotidien en tant qu'employée de supermarché. Une fois en salle de pause, je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer, je vais faire une petite danse. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, ça a été exponentiel. J'ai continué et j'ai posté au moins 1 à 2 vidéos par jour. Et là, ça a monté en abonnés. Je me suis dit, oulala. En fait, je me suis pris au jeu et en fait, c'est un peu mon échappatoire, donc voilà. Qu'elle soit chez elle ou dans sa salle de pause, la jeune femme veut avant tout transmettre de la bonne humeur aux gens. Au travers de vidéos simples, naturelles et improvisées, on peut la voir danser ou reprendre des tendances populaires, parfois même avec ses collègues. J'ai vraiment une super équipe et je peux montrer aux gens qu'on peut vraiment se sentir bien dans un travail et ne vraiment pas avoir la boule au ventre. Moi, j'y vais avec le sourire jusque-là. Élodie a lancé son compte TikTok il y a maintenant plus de 2 ans, mais son nombre d'abonnés a doublé en l'espace de 4 mois.
La jeune femme a même commencé à faire des lives et sa vidéo la plus populaire comptabilise plus de 900 000 vues. Un succès tel que des clients finissent par la reconnaître sur son lieu de travail. Au travail, c'est de plus en plus et c'est à la limite d'être une fois par jour maintenant. Il y a beaucoup de gens qui commencent à me reconnaître, etc. Donc on discute, on fait des échanges et je trouve ça super. La jeune femme entend continuer cette activité secondaire qu'elle voit comme un moyen de décompression. Elle veut désormais se positionner sur Instagram et Facebook tout en laissant la priorité à TikTok pour atteindre prochainement la barre symbolique des 150 000 abonnés. Meusienne depuis 29 ans, Blandine Berthaud est romancière et réside à Lille-en-Régaux. Elle a choisi de faire évoluer ses personnages dans son cadre d'adoption, la Meuse, une façon de valoriser son territoire tout en évoquant des sujets de société qui lui tiennent à cœur. Bonsoir Blandine Berthaud. Bonsoir. Alors, pouvez-vous finalement nous raconter ce moment décisif qui vous a poussé à écrire votre premier roman? Eh bien, 4 deuils en 5 ans, des personnes très très proches qui ont fait que j'ai eu du mal à faire mon deuil. Et en fait, le début de l'histoire du roman a tourné en boucle. L'histoire a tourné, c'était obsédant. Je me réveillais la nuit, j'avais des idées, je faisais à manger, j'avais des idées. Donc mon mari m'a encouragée simplement à écrire. Donc j'ai pris l'ordinateur et d'un seul trait, j'ai écrit le premier chapitre. Une sorte d'échappatoire aussi, du coup, par l'écriture. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à l'aube de publier votre 3e roman, oui. Un roman que vous écrivez finalement, un ouvrage qui cette fois-ci se présente comme un roman jeunesse, à la différence des 2 premiers. Oui. Comme je suis une enseignante nouvellement à la retraite depuis le 1er septembre, j'ai eu envie aussi de donner envie de lire à des jeunes, puisque je les ai eus dans la classe, j'ai vu ce qui les incitait à lire ou à ne pas lire, ce qui les décourageait ou les encourageait. Et voilà, et donc je me suis dit, allez, je me lance. Donc j'ai inventé l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Alex, qui va partir faire un tour de France avec son papa en camping-car et il va leur arriver plein d'aventures. Alors une aventure justement, parce que c'est de la fiction, vous parvenez à équilibrer finalement les aspects de fiction avec des idées inspirantes un petit peu de votre propre vie, un peu comme cette expérience. Oui. Comment vous faites? En fait, je me laisse guider. J'ai des idées, j'écris. Des fois, j'envoie mes idées à des lecteurs, ce qu'on appelle des bêta des lecteurs. Moi, j'appelle ça les lecteurs de la première heure. Et puis, par exemple, pour Alex, là, le premier, on m'a dit « Attends, le début, on s'ennuie, fais attention, c'est pas vivant. » Donc, en fait, ce que je décrivais par un narrateur, en fait, je l'ai fait vivre à Alex. Donc, en fin de compte, il y a une histoire de petit chien qui arrive. C'est ce qu'aiment les enfants, hein, c'est ce qui leur arrive des aventures. Et voilà. Là, on voit du coup vos 2 premiers livres qu'on peut montrer. Votre prochain, du coup, il sera sous quelle forme? Pareil, en format de poche? Alors oui, ça sera plus petit, ouais. Mais le but, c'est soit qu'il ne soit pas épais. Parce que je me suis rendu compte qu'au travers du temps, voilà, les enfants qui ne sont pas lecteurs, on leur propose un gros livre comme ça, ils sont admiratifs, mais ils ne le prendront pas dans les mains. D'accord. Ah. Donc le but, c'est que l'histoire soit courte. Il y aura certainement 5 ou 6 parce que Alex va voyager avec son papa en fonction des périodes scolaires de l'année. 5 ou 6 chapitres du coup? Donc il y aura 5 ou 6 volumes, hein, des tomes, mais très courts. Voilà. Vous êtes parti sur une série qui peut-être permet effectivement d'attacher à ce personnage d'Alex. Alors vous mentionnez dans un magazine il y a peu du coup votre référence du coup effectivement à ce deuil qui vous a emmené à écrire. Est-ce que finalement pour vous, écrire c'était aussi un petit peu guérir et est-ce que vous amenez aussi vos lecteurs à faire ce même chemin que vous sur le deuil? Alors oui, alors là le premier c'est le deuil et le deuxième c'est la maltraitance. Oui, le deuil, j'ai même eu parce que j'ai fait plusieurs salons avec l'association Plume, on fait des salons. J'ai des retours, je vois maintenant des lecteurs qui viennent, qui me demandent le 3e roman qui n'est pas écrit. Et j'ai eu des retours en me disant, écoutez, grâce à votre roman, j'ai fait comme, en fait, j'ai suivi votre héroïne et j'ai accepté d'écouter les autres et de me laisser porter et j'ai fait mon deuil, je m'en suis sortie. Donc ça m'a fait très plaisir. D'avoir été utile par votre écriture, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, du coup, vous parlez de l'association Plume, vous en êtes secrétaire aujourd'hui. Oui. Une association du coup qui finalement est réalisée, est montée avec des autres auteurs meusiens, oui. Si je ne me trompe pas. Voilà. Et ces rôles finalement des auteurs meusiens dans la promotion du territoire, comment vous voyez du coup ce rôle des écrivains meusiens? En fait, nous sommes des écrivains et des illustrateurs, il y a des photographes aussi. En amont des salons, nous allons dans les écoles qui nous demandent de venir et nous faisons des interventions bien sûr gratuites. Et le but, c'est de promouvoir la lecture ou l'écriture. Moi, c'est l'écriture. Je fais des ateliers d'écriture avec les enfants, orale.
Donc on écrit à l'oral, mais après je les retape et je les renvoie aux enseignantes. Et donc avec des images et tout, je veux montrer aux enfants et bien sûr aux adultes, puisqu'il y a des adultes dans les écoles, que tout le monde peut écrire. Le tout, c'est de se laisser porter et d'accepter de se lancer. Et donc, beaucoup d'auteurs entrent dans les écoles, dans les EHPAD, dans les périscolaires, dans les crèches, et ne présentent pas forcément leur livre à eux. Bien sûr, il y a une promotion, on se fait connaître, mais le but aussi, c'est de montrer que l'écriture, la lecture, eh bien voilà, elle est pour tout le monde. Vous pensez que c'est aussi un atout du coup pour promouvoir le département? Vous en parlez? Tout à fait. Moi, c'est ma volonté. Oui. Ma volonté. Mes 2 romans se passent en Meuse. Alors Alex qui va voyager dans toute la France, non, mais on va découvrir des petits coins de France sympathiques. Moi, il y a aussi une volonté pédagogique. On va faire un petit peu de géographie, un petit peu d'histoire, voilà. Et donc, c'est l'enseignante qui revient là. Voilà, c'est l'enseignante qui est là. Mais les livres d'Alex, le but, c'est effectivement, c'est pédagogique aussi, qu'ils apprennent quelque chose. Super, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci à vous. On invite tout le monde à voir, du coup, à lire vos livres et à découvrir bientôt le personnage d'Alex dans la nouvelle saison. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, c'est la fin de cette édition. On a suivi de la météo. Demain, pour l'information, vous retrouverez Nicolas Fontaine. Très bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.